Je suis un jeune homme de 21 ans, envoyé en internat à l'âge de 9 ans. Mes parents ont dit que c'était pour me donner la meilleure éducation que l'argent pouvait acheter. C'est ainsi qu'ils l'ont expliqué à tout le monde, et c'est ainsi qu'ils me l'ont expliqué à moi aussi. La vérité, que je n'ai découverte que beaucoup plus tard, c'est qu'ils ne voulaient tout simplement pas s'occuper de l'éducation d'un enfant. Ils ont dit à quelques parents en passant qu'il était temps pour une pause, mais personne n'a pensé que c'était assez sérieux pour contester. Personne ne m'a rien dit. Je me souviens du jour où ils m'ont déposé. C'était début septembre. Mon père a garé la voiture, ma mère a signé quelques formulaires, et en quelques minutes, ils étaient de retour dans la voiture et partis. Je n'ai même pas eu de visite des lieux avec eux. J'ai passé cette première nuit dans une chambre avec un autre garçon qui était déjà là depuis 1 an. Il ne parlait pas beaucoup. J'ai pleuré sous la couverture jusqu'à ce que je m'endorme. Je n'arrêtais pas de regarder le téléphone de l'école près de la porte du couloir, espérant qu'ils appelleraient. Ils ne l'ont pas fait. Pendant la première année, ils ont appelé peut-être une fois toutes les quelques semaines. Parfois, ce n'était que quelques minutes, parfois, ils n'appelaient pas pendant plus d'1 mois. J'avais l'habitude d'attendre près de la salle téléphonique après le dîner au cas où ils essaieraient. Le personnel m'a dit de ne pas trop espérer. J'ai arrêté d'attendre après un moment. L'école elle-même était de premier ordre, je leur accorde cela. D'excellents équipements, des programmes bien financés, des enseignants qui se souciaient. Mais il n'a pas fallu longtemps pour réaliser que, pour la plupart des autres élèves, ce n'était qu'une chose temporaire. Pendant Noël ou Pâques, leur famille venait les chercher. L'été est arrivé, et les dortoirs se sont vidés. Je suis resté. Vers l'âge de 11 ans, je connaissais déjà la procédure, les vacances signifiaient un campus presque vide. Quelques-uns d'entre nous sont restés ou des enfants de l'étranger ou des enfants comme moi qui n'avaient personne pour venir. Les surveillants de dortoirs organisaient parfois des films ou des jeux de société, mais cela n'a jamais semblé suffisant. On pouvait entendre à quel point les couloirs devenaient silencieux quand il n'y avait personne. Quand j'ai eu 13 ans, un de mes professeurs a commis une erreur. Nous parlions de ville, et elle m'a demandé si j'avais déjà visité la ville où mes parents avaient déménagé. Je n'avais aucune idée de ce dont elle parlait. Je pensais que nous vivions toujours dans la même ville. Elle s'est figée, réalisant ce qu'elle avait dit, et a essayé de passer outre. Je suis allé au bureau de l'administration pour appeler le seul numéro que j'avais sur fichier. Il était déconnecté. J'ai envoyé 3 emails au cours de la semaine suivante. Personne n'a répondu. À 15 ans, j'ai abandonné. J'ai cessé d'attendre les jours de visite. Le personnel de l'école l'a remarqué, et quelques-uns d'entre eux sont intervenus discrètement. Un des entraîneurs sportifs m'a aidé à trouver un emploi à temps partiel à la bibliothèque. Un autre professeur m'a fait un gâteau d'anniversaire cette année-là. Ils n'ont jamais rien dit directement, mais je pense qu'ils ont compris. Ils ont essayé, à leur manière. Les vacances d'été sont devenues un moment pour travailler et rester occupé. Je me suis inscrit à des programmes d'enrichissement, j'ai suivi des cours supplémentaires, j'ai fait des projets de recherche. C'était plus facile que de rentrer à la maison, parce que la maison n'existait plus. Lorsque les gens demandaient où je serais pendant les vacances, je disais simplement que je restais pour un projet académique. En dernière année, je suis devenu l'un des meilleurs élèves de ma classe. J'ai été choisi comme capitaine de l'équipe d'athlétisme. Mes candidatures universitaires étaient solides, le personnel m'a aidé à les peaufiner. Lorsque les invitations pour la remise des diplômes ont été imprimées, j'en ai envoyé une à l'adresse que j'avais. Pas de réponse. Le jour de la remise des diplômes est arrivé. Tout le monde embrassait sa famille, prenait des photos, chargeait des voitures. Je me tenais à la porte avec ma valise, attendant. Je suis resté là pendant près de 4 heures. Les gens ont cessé de demander si quelqu'un allait venir. Finalement, le directeur est sorti, m'a jeté un regard que je n'oublierai jamais, et m'a proposé de me conduire à la gare. Nous n'avons pas beaucoup parlé pendant le trajet. Il m'a donné une bouteille d'eau et a payé le billet lui-même. Ce que mes parents ne savaient pas, ce que personne ne savait, c'est que j'avais déjà planifié mon évasion. Pendant ma dernière année, j'avais pris 3 emplois à temps partiel et j'avais économisé chaque centime. J'ai trouvé un appartement pas cher près du campus de mon université et j'ai signé le bail tout seul. Je n'ai jamais rien dit au personnel de l'école, je ne voulais pas qu'on me dissuade. Lorsque je suis descendu de ce train, je ne suis pas allé chercher personne. Je suis allé directement à l'appartement. Les clés attendaient dans une boîte à clés. J'ai déballé mes bagages, installé le matelas par terre,
et je me suis assis là en silence. Ce fut la première nuit où j'ai réalisé que je n'étais plus un élève. Je n'étais pas non plus le fils de quelqu'un, pas vraiment. J'étais juste un type dans une chambre nue, partant de zéro. Mais au moins cette fois, personne n'allait disparaître sur moi. Le premier semestre à l'université a été difficile mais gérable. Je suis resté pour moi-même, j'ai travaillé de longues heures à la salle à manger et j'ai suivi des cours tôt le matin pour libérer du temps pour les petits boulots. Après le départ de l'internat, je n'ai pas emporté grand-chose avec moi, une valise, des vêtements, de vieux cahiers. J'utilisais un matelas pliable et un bureau d'occasion provenant d'un tableau d'achat et de vente. Mes repas étaient principalement des sandwichs au beurre de cacahuètes et du riz avec des légumes en conserve. Je ne m'attendais pas à mieux. Un soir après un cours magistral, je me suis assis et j'ai écrit une lettre. J'ai imprimé quelques-unes de mes photos de remise des diplômes et je les ai glissées dans l'enveloppe. Je n'ai pas écrit grand-chose, juste que j'avais obtenu mon diplôme, que j'avais déménagé à l'université et que je voulais une sorte de clôture, une explication quelconque. Je l'ai envoyé à la seule adresse que j'ai jamais connue. 3 semaines plus tard, l'enveloppe est revenue, estampillée, déménagée, pas d'adresse de redirection. J'ai apporté cette lettre au bureau du conseiller de l'université. La femme à la réception a semblé confuse jusqu'à ce que j'explique ma situation, aucun contact avec ma famille, personne à inscrire pour les urgences, aucun soutien. La conseillère s'est assise avec moi pendant près d'1 heure, me posant des questions avec douceur. Puis elle m'a expliqué comment je pouvais demander l'émancipation légale et quelque chose appelé le statut d'étudiant indépendant afin de ne pas perdre mon aide financière. Pendant que les formalités administratives commençaient, j'ai pris plus de quart de travail aux librairies du campus le week-end, application de livraison le soir. J'ai vendu une partie de mon ancien équipement scolaire, des manuels scolaires, une calculatrice à peine utilisée, même un costume que j'avais dépassé. Cela m'a permis de passer les 2 mois suivants. J'utilisais des coupons, sautais des repas et notais tout dans un carnet, loyer, facture, manuel scolaire. J'ai appris vite. Pendant les vacances d'hiver, les dortoirs se sont de nouveau vidés, comme à l'école. Un des gars de ma classe d'économie a remarqué que j'étais toujours sur le campus et m'a demandé pourquoi je n'étais pas rentré chez moi. J'ai juste dit que ma famille habitait trop loin. Il a haussé les épaules et m'a invité à rester chez sa famille pour la semaine. J'ai failli ne pas y aller, mais je me suis dit qu'une douche chaude et un repas ne pouvaient pas faire de mal. Ce fut la première fois que je voyais à quoi ressemblait une maison normale pendant les vacances. Sa famille avait des photos partout, des repas faits maison, des blagues privées. Son jeune frère m'a entraîné dans un tournoi de jeux vidéo. Sa mère m'a donné une couverture et m'a dit de prendre des collations au réfrigérateur quand je voulais. Je suis resté 5 jours. Elle m'a envoyé un texto plus tard ce mois-là, avant les examens finaux, pour me demander comment je dormais et si j'avais besoin de quelque chose. Ce fut la semaine où j'ai décidé de chercher non pas par nostalgie, mais plutôt par curiosité. J'ai ouvert un essai gratuit sur l'un de ces sites web de recherche de propriété et j'ai tapé les noms complets de mes parents. Les résultats sont arrivés rapidement, ils ont acheté une nouvelle maison dans un autre état il y a 4 ans. La maison était au nom de tous les deux. J'ai trouvé un bulletin scolaire avec ma mère inscrite comme bénévole. Puis est venu un blog d'un événement dans un parc local où ils avaient été photographiés aux côtés d'une fille qui avait l'air d'avoir 7 ans, une fille, dont je n'avais jamais entendu parler. J'ai créé un compte de médias sociaux vierge et j'ai recherché leur nom. En quelques minutes, j'ai trouvé les profils, photos de famille, albums de vacances, gâteaux d'anniversaire. Un message les montrait tous dans une station balnéaire, avec des tenues assorties, tous souriants. La légende disait « Notre monde ». J'ai regardé ce message pendant 10 minutes. Je n'ai pas commenté, je ne leur ai pas envoyé de message. Mais j'ai trouvé le profil d'un parent éloigné ou quelqu'un dont je me souvenais vaguement de ma petite enfance. J'ai envoyé un message, en demandant simplement pourquoi personne ne m'avait contacté. La réponse est arrivée un jour plus tard. Elle était froide, disait que j'avais toujours été difficile, jamais reconnaissant, disait que mes parents avaient fait de leur mieux, et que je devais oublier le passé. Ce fut le dernier message que j'ai reçu, ils ont bloqué le compte après cela. Je l'ai supprimé et je n'ai plus jamais essayé. Après cela, je me suis enfoui dans le travail. J'ai doublé ma charge de cours et j'ai postulé pour des stages comme si ma vie en dépendait. J'ai été accepté dans un programme compétitif pour les étudiants en politique publique et j'ai commencé à travailler à temps partiel pour une organisation locale à but non lucratif. Un membre du personnel m'a présenté au journal intime, pas du genre journal intime, mais des entrées structurées avec des faits,
des chronologies et une documentation personnelle. J'ai commencé à tout écrire non pas pour m'attarder, mais pour comprendre ce qui s'était passé. J'ai enregistré tout ce dont je me souvenais, nom, date, conversation, lieu. Je voulais que ce soit sur papier, quelque chose de réel. J'ai gardé l'enveloppe retournée et les photos de remise des diplômes dans un dossier avec mon journal. À un moment donné au printemps, je me suis assis avec la conseillère à nouveau. Nous avons mis à jour mes dossiers pour les contacts d'urgence. J'ai inscrit la mère de mon ami. Elle ne savait pas que je l'avais fait, mais je ne pouvais pas penser à quelqu'un d'autre qui répondrait réellement au téléphone si quelque chose m'arrivait. Je ne le lui ai pas dit, et je ne le lui ai pas dit, mais à partir de ce moment-là, j'ai pris une décision, je n'allais plus écrire de lettres. Je n'allais pas envoyer de mails ni vérifier leur profil. J'avais déjà passé trop d'années à me tenir dans des portes à attendre quelqu'un qui ne viendrait pas. L'histoire à partir d'ici était la mienne et la mienne seulement. Cela s'est produit au cours d'une semaine calme entre les examens de mi-session. Je vérifiais mes emails universitaires comme je le faisais habituellement avant les cours lorsque j'ai vu un message avec un nom que je n'avais pas lu depuis des années. C'était de la part de mon père. L'objet était simple, j'espère pouvoir parler. Le corps était court aux 2, peut-être 4 lignes. Il m'a demandé si j'avais le temps pour une conversation et a dit qu'il voulait renouer contact. J'ai regardé l'écran longtemps avant de faire quoi que ce soit. L'adresse était réelle, elle n'était pas falsifiée ou fausse. Elle correspondait à l'ancienne que je me souvenais, bien que le domaine soit nouveau. Je n'ai pas répondu. J'ai transmis le message à mon conseiller universitaire et l'ai signalé pour plus tard. J'ai fait une capture d'écran et je l'ai envoyé à l'ami dont la famille m'avait accueilli pendant les vacances d'hiver. Ce soir-là, nous nous sommes assis et nous en avons discuté. Personne ne m'a donné de réponse, ils m'ont simplement demandé ce dont j'avais besoin et ce que j'étais prêt à risquer. Après une semaine, j'ai répondu une seule phrase, « Pourquoi maintenant ? Pourquoi après tout ce temps ? Après tout ce silence ?» La réponse suivante est arrivée rapidement. Il a dit que leur fille, ma demi-sœur, avait vu mon nom dans un article mettant en lumière les étudiants. Apparemment, ma photo et une courte description avaient été publiées sur le site web de l'université pour une bourse que j'avais reçue. Elle avait posé des questions, et c'est ce qui avait déclenché l'email. Il a dit qu'il voulait faire mieux, réparer les choses. Nulle part dans le message, il n'a mentionné le passé ou pas de mention de l'internat, pas de mention des vacances manquées, aucune explication sur la raison pour laquelle personne n'était venu à ma remise de diplôme ou juste une phrase sur l'avenir. J'ai répondu à nouveau. J'ai demandé directement, pourquoi m'avait-il laissé si longtemps dans cet internat ? Pourquoi avait-il déménagé dans un autre état sans me le dire ? Pourquoi personne n'est venu ? Son prochain message a ignoré tout cela. Il a écrit que nous devrions cesser de regarder en arrière et plutôt construire quelque chose de nouveau, aucun détail, aucune honnêteté, juste des paroles vagues sur le fait de renouer et de laisser tomber l'amertume. C'est alors que j'ai répondu avec des conditions, j'ai dit que toute communication devait rester écrite, pas d'appel, pas de visite surprise, pas de contact par l'intermédiaire de tiers. J'ai précisé que j'étais légalement émancipée et financièrement indépendante. Je lui ai dit que j'avais déjà désigné ma personne à contacter en cas d'urgence il y a des années, la mère de mon ami, qui était venue quand eux ne l'avaient pas fait. 3 jours plus tard, un message est apparu d'un nouveau numéro. Je ne l'ai pas ouvert. J'ai vérifié le nom de l'expéditeur, j'ai vu ses initiales, et je l'ai bloqué immédiatement. J'ai également mis un filtre sur mon téléphone pour supprimer les messages de tous les numéros non approuvés. 2 jours plus tard, j'ai reçu un email de ma mère. Son ton était complètement différent. Elle l'a blâmé pour tout, a dit qu'elle était impuissante à l'époque, qu'elle avait voulu prendre contact mais qu'elle avait peur. Elle a mentionné qu'elle avait gardé certaines de mes photos d'école et a prétendu qu'elle pensait que j'étais heureuse à l'académie. Elle a dit qu'elle espérait que nous pourrions parler un jour. J'ai répondu une fois. Je n'ai pas discuté, je n'ai pas accusé. J'ai juste dit que j'étais en sécurité, en bonne santé, et que je construisais ma vie sans eux. Je lui ai dit que je ne voulais pas de relation et qu'ils avaient fait leur choix, et que j'avais fait les miens. J'ai terminé le message par une seule phrase, « Veuillez ne plus me contacter ». Ensuite, je les ai tous les deux bloqués au email, numéro de téléphone, tous les identifiants de médias sociaux que je pouvais connecter à leur nom. J'ai vérifié chaque plateforme, supprimé tous les détails publics et mis à jour mes paramètres de confidentialité. J'ai créé une nouvelle identité numérique pour tout ce qui était sensible, opérations bancaires, documents juridiques, adresse postale. Lorsque j'ai vu mon thérapeute cette semaine-là, j'ai apporté toute l'impression.
Nous avons parcouru chaque message, chaque réponse, chaque mot. Elle ne m'a pas dit que j'avais fait la bonne chose, elle ne m'a pas dit que j'avais tort non plus. Elle m'a juste aidé à comprendre ce que signifiait choisir une limite et la maintenir. Ce soir-là, j'ai ouvert mon journal et j'ai feuilleté les entrées de ma première année, des notes sur la lettre retournée, les photos de famille où je n'étais pas, les demandes d'emploi, les nuits où j'étais resté à la bibliothèque jusqu'à la fermeture. J'ai ajouté une nouvelle page. J'ai écrit toutes les interactions que je venais d'avoir avec eux, pas émotionnellement, juste les faits, ce qui a été dit, ce que j'ai répondu, ce que j'ai fait. Et puis j'ai commencé un nouveau fichier sur mon ordinateur portable, Brouillon 1. Ce n'était pas un mémoire, pas encore, plutôt une série d'essais personnels. Je n'ai pas commencé par les mauvais souvenirs, j'ai commencé par le trajet en train après la remise de diplôme, le siège vide à côté de moi, le silence. Puis j'ai écrit sur l'appartement, les repas que j'ai préparés, le travail à temps partiel à la librairie. Je l'ai exposé page après page. Ce n'était pas de la vengeance, je ne comptais pas l'envoyer à qui que ce soit. Il était simplement temps de tout mettre quelque part de solide, pas pour eux, pour moi. Car s'ils essayaient enfin de réécrire l'histoire, alors j'avais besoin de m'assurer que la mienne restait vraie. Une lettre est arrivée dans ma boîte aux lettres universitaires, transférée par le bureau principal. Elle portait le nom d'un cabinet d'avocats à l'adresse de retour et contenait une enveloppe scellée à l'intérieur. Lorsque je l'ai ouverte, j'ai dû la lire 2 fois pour comprendre, mon nom avait été inscrit comme tuteur d'urgence pour une mineure, ma demi-sœur. Mes parents avaient apparemment l'intention de quitter le pays. Selon le document joint, ils avaient soumis des formulaires me désignant comme recours légal en cas d'urgence, aucun avertissement, aucune autorisation, juste mon nom imprimé comme si je m'étais porté volontaire. J'ai appelé l'avocat mentionné dans l'avis. Après avoir confirmé mon identité, ils ont semblé confus. Ils m'ont dit qu'on leur avait assuré qu'il s'agissait d'un arrangement familial. J'ai expliqué que j'étais séparé et que je n'avais pas parlé à l'un ou l'autre de mes parents depuis des années. La ligne est restée silencieuse, puis ils ont dit qu'ils m'enverraient les formulaires nécessaires pour contester le dépôt et s'excuser pour l'erreur. J'ai utilisé les économies de mon stage pour retenir un avocat. Le lendemain, nous avons préparé une déclaration rejetant la tutelle et inclus des documents montrant mon émancipation légale. Je lui ai donné un dossier contenant mon inscription à l'université, mes dossiers d'aide financière et l'entrée du journal documentant la lettre retournée. Elle a dit que cela aiderait à établir une chronologie. Tout en rassemblant les documents financiers, elle a effectué une recherche d'historique de crédit sur moi et a trouvé quelque chose de pire, j'étais toujours inscrite sur 2 dettes médicales impayées provenant de visites à l'hôpital dans mon enfance, il y a plus de 10 ans. Les frais avaient vieilli dans les recouvrements et faisaient baisser mon dossier. L'un était une visite aux soins urgents lorsque j'avais 11 ans, l'autre était un séjour à l'hôpital pédiatrique la même année. Mes parents n'avaient jamais retiré mon nom, et le système de facturation ne m'avait pas signalé comme mineur lorsque les dettes ont été transférées à une agence de recouvrement. Nous avons contacté l'hôpital et soumis mon ordre d'émancipation ainsi qu'une déclaration sous serment concernant la séparation familiale. Mon avocate a envoyé une lettre de mise en demeure demandant le retrait complet de ma responsabilité. Il a fallu des semaines d'échanges, mais l'hôpital a finalement accepté de nettoyer le dossier une fois qu'il a vérifié que je n'avais jamais été responsable du paiement. J'ai fait des copies de chaque email et je les ai classées dans un classeur. Puis les choses ont empiré. Le bureau de l'aide financière de mon université a demandé une réunion. Ils avaient reçu un rapport anonyme affirmant que j'avais un soutien familial non déclaré et que je n'étais pas admissible à certaines subventions. J'ai dû produire à nouveau tous les documents, statut juridique, déclaration de revenus, relevé bancaire. Mon avocate est intervenue et a soumis une déclaration sous serment formel et des documents judiciaires vérifiant mon indépendance. Après un examen complet, le bureau d'aide a statué en ma faveur, mais le timing était trop suspect pour être ignoré. J'ai demandé à mon avocate de retracer la source de la dénonciation. Elle a dit que nous pourrions ne pas obtenir de nom, mais si cela provenait d'un utilisateur ou d'une adresse IP enregistrée avec un motif, cela pourrait faire l'objet d'une assignation à comparaître dans les futures affaires judiciaires. Je lui ai donné l'autorisation de procéder si nécessaire. Je n'allais pas laisser qui que ce soit saper ce pourquoi j'avais travaillé. Après cela, j'ai examiné tous les dossiers universitaires et demandé une mise à jour complète. J'ai supprimé tous les champs familiaux restants, effacé leur nom des anciens formulaires et ajouté uniquement les contacts vérifiés et choisis. La mère de mon ami qui m'avait accueilli pendant les vacances d'hiver a accepté de signer une déclaration notariée décrivant son rôle de contact d'urgence et son historique de soutien. Nous l'avons également déposée auprès de l'école.
Un de mes professeurs m'a invité à prendre la parole lors d'une table ronde universitaire sur la résilience et la navigation dans l'indépendance. J'ai accepté, mais seulement sous mon prénom. La table ronde était ouverte aux étudiants et au personnel, et la participation a été plus importante que prévu. J'ai parlé des systèmes, de la façon dont ils se brisent, de qui se perd et de ce qui se passe lorsque personne ne le remarque. Par la suite, un professeur du département d'écriture est venu me voir et m'a dit que j'avais les bases de quelque chose de plus grand, non pas une histoire à plaindre, mais une étude de cas sur la facilité avec laquelle une personne peut tomber entre les mailles du filet si personne ne pose les bonnes questions. Ce soir-là, j'ai commencé à esquisser les chapitres. Je n'ai pas commencé par les aspects émotionnels, j'ai commencé par les papiers, les dossiers médicaux perdus, les documents scolaires, le faux dépôt de tutelle. Je voulais des faits qui ne pouvaient pas être déformés. Dans un dernier geste, mon avocat a déposé des documents pour empêcher mes parents d'utiliser à nouveau mon nom et mes documents légaux. Cela signifiait pas de futur dépôt, pas de demande de tutelle, pas de planification successorale où je serais nommé sans consentement. S'ils essayaient, cela serait considéré comme une fraude. Nous avons également ajouté une déclaration au dossier du tribunal indiquant que je n'avais aucun contact et aucune obligation envers aucun membre de ma famille biologique, présent ou futur. Ce n'était pas un moment dramatique, il n'y a pas eu de mail de clôture ou d'appel final, juste une pile de documents signés, un dossier fermé et une nuit tranquille dans mon appartement. La version de moi qu'ils avaient autrefois abandonnée n'existait plus dans leurs papiers, et maintenant, légalement, je n'existais plus dans les leurs non plus. Cela faisait quelques mois que j'avais légalement fermé toutes les portes me reliant à mes parents lorsque j'ai reçu un autre appel, cette fois de la protection de l'enfance. Ils essayaient de confirmer si j'étais disponible pour assumer la tutelle temporaire de ma demi-sœur. Je ne savais pas ce qui s'était passé jusqu'à ce qu'ils expliquent que mes deux parents avaient été détenus à l'étranger dans le cadre d'une fraude financière. Leur fille avait été prise en charge par les autorités et se trouvait maintenant dans le système. Aucun autre membre de la famille ne se manifestait. J'ai immédiatement dit à l'agent que je n'avais aucune relation avec elle et que je n'étais pas un placement viable. J'ai précisé que j'avais été légalement émancipé depuis des années et que j'avais été explicitement retiré de toute obligation de tutelle. Elle a dit qu'elle comprenait et qu'elle rechercherait d'autres options. Cet appel a duré moins de 10 minutes. Ce qui n'allait pas, c'est la façon dont mon nom était revenu dans le système. Je suis allé à la base de données du tribunal du comté et j'ai demandé des copies des dossiers publics liés à la détention de mes parents. Leurs documents de défense comprenaient des déclarations me désignant comme une parente adulte éloignée mais joignable, ce qui était non seulement faux, mais aussi dangereux. Ils utilisaient toujours mon nom pour créer l'illusion d'une famille fonctionnelle. J'ai immédiatement contacté mon avocat. Nous avons déposé une déclaration sous serment auprès du tribunal où les accusations étaient pendantes. Elle comprenait des copies de mes dossiers d'émancipation, le désaveu précédent de la tutelle et les décisions judiciaires récentes indiquant que je n'étais légalement ou éthiquement lié à eux. Mon avocat a envoyé une mise en demeure à leur équipe juridique, avertissant que toute utilisation future de mon identité serait considérée comme une fausse représentation intentionnelle. Pendant tout ce temps, j'ai reçu une demande de message via un ancien courriel universitaire que je vérifiais rarement. C'était d'un cousin du côté de mon père, un nom que je n'avais pas vu depuis plus de 10 ans. C'était poli et bref, me demandant si nous pouvions parler. J'ai accepté un appel au pas de vidéo et via une application surveillée. Le cousin a commencé par dire qu'il n'avait pas beaucoup su. Apparemment, il y a des années, la famille avait été informée que j'avais des problèmes de comportement en internat, que j'avais été envoyé loin pour des raisons disciplinaires et que j'avais choisi de couper les ponts avec tout le monde. Selon lui, la famille élargie avait été dissuadée de me contacter, on lui avait dit que j'avais continué ma vie et que je voulais de l'espace. Puis il m'a dit autre chose, ma demi-sœur avait grandi en pensant que je suis parti parce que je m'en fichais, que je m'étais enfui. Personne ne lui avait jamais rien dit de différent. Je ne voulais pas l'entraîner là-dedans. C'était une enfant, elle n'avait pas fait les choix qui l'avaient conduite dans le système ou créé les mensonges. Alors j'ai écrit une lettre, pas d'accusation, pas de colère, juste des faits, que j'avais été placé en internat à l'âge de 9 ans, que je n'avais pas été récupéré le jour de ma sortie, que j'avais pris contact plus d'une fois et que j'avais été ignoré, que je ne l'avais pas abandonné, on ne m'avait même pas dit qu'elle existait jusqu'à ce que je trouve son nom par hasard. Je l'ai envoyé à l'agence d'accueil qui s'occupait de son cas, pas d'adresse de retour, pas d'attente de réponse. Je ne voulais simplement pas qu'elle grandisse en croyant qu'elle avait été indésirable pour tout le monde. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu un autre courriel, cette fois d'une journaliste qui avait assisté à la table ronde universitaire à laquelle j'avais participé des mois plus tôt.
Elle faisait un article sur l'éloignement institutionnel et voulait inclure mon histoire. J'ai accepté à une condition, pas de vrai nom, pas de détails identificateurs et pas de photos. Elle a respecté cela. L'article a été publié dans une revue spécialisée en éducation, mais il a circulé discrètement. Un organisme à but non lucratif qui soutient les jeunes en famille d'accueil et les enfants qui quittent le système étatique l'a repris et m'a demandé de contribuer à un événement de type TEDx qu'il organisait. Le thème était la résilience. J'ai accepté et j'ai utilisé le même pseudonyme que dans l'article. L'exposé portait sur l'abandon structurel, comment les systèmes échouent lorsque les gens le font, et ce qui se passe lorsque personne ne se présente pour un enfant non pas une fois, mais encore et encore. Je n'ai pas mentionné mes parents, je n'ai pas nommé d'école ni de ville, mais j'ai parlé d'attendre sur les trottoirs, de voir d'autres enfants rentrer à la maison pour les vacances, de dormir à côté de sacs emballés où personne n'est jamais venu. Lorsque l'événement s'est terminé, quelques personnes dans l'assistance ont attendu pour me serrer la main, aucun nom n'a été partagé, juste des remerciements silencieux. Ensuite, je suis sorti dans la rue et j'ai appelé la mère de mon ami qui m'avait autrefois donné une couverture et m'avait dit que je pouvais prendre de la nourriture dans son réfrigérateur. Je lui ai dit que j'avais pris la parole lors d'un événement important. Elle a dit qu'elle le savait déjà, je lui avais envoyé le lien à l'avance. Pour la première fois, mon passé n'était plus seulement le mien, il s'était transformé en quelque chose qui ne faisait plus mal lorsqu'on en parlait à haute voix, non pas parce qu'il avait disparu, mais parce que je ne le portais plus seul. Un mois après la conférence TEDx, mon avocat a reçu un message d'un nouvel avocat représentant mes parents. Ce n'était pas une menace juridique, c'était une offre. Il voulait que je publie une déclaration publique disant que j'avais toujours été en contact avec eux et que les histoires d'abandon avaient été mal interprétées. En retour, ils offraient un règlement financier. La formulation était vague mais intentionnelle. Ils voulaient retrouver leur crédibilité, ils voulaient que j'efface la vérité en échange du silence. Je n'ai pas répondu directement. Mon avocat a envoyé une mise en demeure dans l'heure qui a suivi, déclarant que toute tentative ultérieure de manipuler le récit public ou de contraindre la communication entraînerait des poursuites judiciaires. Nous avons également mis à jour le dossier du tribunal avec l'échange, renforçant les dépôts de protection que nous avions déjà soumis des mois plus tôt. C'est la dernière fois que nous avons eu de leurs nouvelles. Grâce à l'un des organisateurs d'organismes à but non lucratif qui ont aidé à organiser l'événement TEDx, mon histoire a fini entre les mains d'un agent littéraire. Elle tendit la main en disant, le mélange de documentation et d'expérience vécue pourrait bien se traduire par un livre, quelque chose de moins axé sur la souffrance personnelle et davantage sur la défaillance systémique. Elle demanda un échantillon d'écriture et proposa de guider le processus si j'étais intéressé. J'ai commencé à rédiger des chapitres la semaine suivante. Je n'ai pas essayé de faire quelque chose de dramatique. J'ai commencé par le jour de la remise des diplômes, la porte vide, la valise que j'avais moi-même faite. Je me suis concentré sur les systèmes, les formulaires que personne ne lisait, les dossiers qui restaient intacts, les noms qui disparaissaient des documents comme s'ils n'avaient jamais eu d'importance. J'ai inclus des dossiers judiciaires, des pages de journaux, des chronologies. Ma professeure d'écriture, la même qui m'avait encouragé après le panel universitaire, a proposé de m'aider à éditer. Elle n'arrêtait pas de me dire, écris pour la guérison, pas pour la vengeance. Cela m'est resté. Vers la même époque, mon avocate a reçu un message différent. Celui-ci provenait d'une conseillère scolaire, pas la mienne, mais celle de ma demi-sœur. Elle ne me contactait pas au nom des parents, elle l'a clairement indiqué dès le début. La fille avait apparemment trouvé la lettre que j'avais écrite des mois plus tôt. Elle voulait envoyer une réponse, une seule, aucun contact au-delà de cela à moins que je ne le commence. J'y ai réfléchi pendant quelques jours, puis j'ai accepté, selon des termes très précis, échange unique, surveillé, déposé par les voies légales. Sa lettre est arrivée dans une enveloppe simple, dactylographiée et soigneusement pliée. C'était simple. Elle a dit qu'elle s'était toujours interrogée sur moi. Elle se souvenait avoir entendu mon nom par bribes, mais n'avait jamais eu d'histoire claire. Elle n'a pas demandé d'explication, elle n'a pas fait d'accusation, juste de la curiosité, comment avait été ma vie? Où étais-je allé? Que faisais-je maintenant? Je lui ai répondu une fois. Je ne suis pas allé trop loin. Je lui ai dit que j'étais allé à l'école, que j'avais travaillé, que j'avais construit ma propre vie. Je lui ai dit que je n'étais pas parti parce que je le voulais, je suis parti parce que je n'avais pas le choix. Je lui ai dit que rien de ce qui s'était passé n'était de sa faute. J'ai terminé la lettre par une phrase que je n'avais jamais écrite auparavant, j'espère que tu réussiras, quel que soit le chemin que tu emprunteras. Puis j'ai signé mon prénom et je l'ai laissé là.
La porte n'était pas fermée à clé, mais elle n'était pas ouverte non plus ou juste fermée, pour l'instant. Cette conversation a suscité plus de choses en thérapie que je ne l'aurais cru. J'avais passé des années à survivre, à construire, à prendre mes distances, mais je n'avais jamais pensé au genre de frère que j'aurais pu être. Cela est devenu l'objet de mes réflexions pendant quelques semaines, ce que signifie se montrer pour quelqu'un alors que personne ne s'est jamais montré pour vous. Pendant ce temps, la vidéo TEDx est passée en ligne. Je ne l'ai pas promue, je ne l'ai même pas regardée au début, mais elle a commencé à attirer une attention discrète, petits partages et forums d'enseignants, cercle de traumatisme, page de défense des jeunes. J'ai reçu quelques invitations à prendre la parole dans des collèges communautaires et des refuges pour jeunes, rien de grand, mais assez. J'ai commencé à dire oui plus souvent. Un animateur de podcast m'a contacté par l'intermédiaire de mon agent, me demandant si j'envisageais de rejoindre une série sur la réforme des systèmes de tutelle et de prise en charge institutionnelle. J'ai accepté un segment sous un pseudonyme, axé sur les lacunes dans les internats et la négligence juridique. J'ai gardé ma voix calme, sans drame, juste les faits. La remise des diplômes approchait, et pour la première fois de ma vie, j'ai décidé de me l'approprier. Pas de cérémonie de remise des diplômes, pas d'annonce. J'ai simplement invité 5 personnes à dîner, l'ami qui m'a ramené chez moi pendant les vacances d'hiver, sa mère, ma professeure d'écriture et 2 collègues de l'organisation à but non lucratif. Nous nous sommes rencontrés dans un petit restaurant près du campus. Ils ont apporté un gâteau sur lequel était écrit « À tes conditions ». Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai regardé la photo encadrée de mon ancien internat que j'avais gardé dans un tiroir pendant des années. Je l'ai placée face contre terre dans la boîte où je gardais les documents judiciaires et les lettres non ouvertes, non pas pour les jeter, mais pour arrêter de la regarder. Je n'étais plus l'enfant laissé pour compte. Je n'étais plus l'obligation inachevée ou le secret de quelqu'un. J'étais diplômée, écrivaine, oratrice, amie et, pour la première fois, le seul nom sur les papiers de ma vie était le mien. Quelques semaines après la remise des diplômes, mon avocate m'a appelé. Il y avait des nouvelles concernant ma demi-sœur. Elle avait officiellement été placée en famille d'accueil temporaire. Mes parents, toujours détenus à l'étranger, étaient confrontés à une extradition vers les États-Unis pour des accusations de crimes financiers fédéral. Lors de l'examen des dossiers judiciaires, l'équipe juridique a trouvé un problème, encore une fois, mon nom avait été entraîné dans leur récit. Leur défense comprenait une section sur la stabilité familiale, dans celle-ci, ils m'ont décrit comme une sœur aînée bienveillante qui participait activement à la vie de ma demi-sœur. Ils ont fait référence à une relation qui n'existait pas ou une manœuvre pour les faire passer pour des parents responsables malgré les preuves contre eux. J'ai été assigné à comparaître peu après pour déposer. Je n'ai pas hésité. Lors de ma déposition, j'ai apporté tout, les emails scannés de l'école demandant à mes parents de venir me chercher, des copies de la lettre que j'avais envoyée après la remise des diplômes, celle qui a été retournée sans adresse de renvoi, des captures d'écran des messages bloqués, le témoignage du personnel de l'école qui avait regardé, année après année, alors que je restais seul pendant les vacances. J'ai lu la chronologie de tout ce que j'avais vécu, étayé par des documents. Je n'ai pas parlé avec émotion, juste des faits. Par la suite, l'accusation a dit à mon avocate que la déposition avait contribué à détruire le récit d'un foyer fonctionnel. Le juge chargé de l'affaire a admis que mon témoignage avait sapé leur crédibilité. Mon nom n'allait plus protéger leur réputation. Quelques jours plus tard, j'ai été contacté par une assistante sociale chargée du dossier de ma demi-sœur. Elle a expliqué que son placement temporaire n'allait pas durer éternellement. Si aucun membre de la famille n'intervenait, elle serait probablement placée en soins de longue durée ou dans une maison de groupe. Elle m'a demandé si j'étais en mesure d'intervenir non pas de façon permanente, mais simplement pour l'empêcher d'entrer complètement dans le système. Je n'ai pas répondu tout de suite. Au lieu de cela, j'en ai parlé en thérapie, puis à mon petit cercle de personnes de confiance, ma conseillère, la mère de mon ami, ma professeure d'écriture. Je leur ai demandé de me dire ce qu'elles voyaient que je pouvais manquer. Chaque personne a dit la même chose avec des mots différents, ne deviens pas quelque chose que tu n'as jamais été autorisé à être par culpabilité. J'y ai réfléchi pendant quelques jours, puis j'ai donné ma réponse. Je n'étais pas équipé pour m'occuper d'une adolescente. Je venais de terminer mes études, je travaillais à temps contractuel, je construisais un portfolio d'écriture et je recommençais à zéro. Je ne voulais pas assumer un rôle que je n'avais pas mérité simplement parce que cela apaiserait la conscience de quelqu'un d'autre. J'ai dit la vérité à l'assistante sociale, gentiment, clairement et enfin. Elle m'a remercié pour mon honnêteté et a dit qu'elle explorerait d'autres options.
Pendant ce temps, mon agente a demandé des révisions du manuscrit. Elle a dit que le livre était solide en termes de structure, mais qu'il avait besoin de plus de tournants personnels, de moins de documentation juridique, de plus d'histoire. Je suis retourné au premier chapitre. J'ai écrit sur la première fois que j'ai réalisé que personne ne venait me chercher pendant les vacances d'hiver, sur les casiers de courrier verrouillés, sur le jour où un surveillant de dortoir m'a laissé dormir dans le salon du personnel parce que je ne voulais pas être seul dans ma chambre. Pendant que je faisais cela, j'ai reçu une invitation à participer à un podcast bien connu axé sur l'éducation tenant compte des traumatismes. Cette fois-ci, j'ai accepté d'utiliser mon vrai nom. L'animateur était professionnel, la conversation est restée sur la bonne voie. Nous avons parlé de politique, de tenue de dossier, de la façon dont les écoles peuvent être le seul endroit stable que certains enfants connaissent. Cela ne ressemblait pas à une exposition, cela ressemblait à une contribution. Peu après, une organisation à but non lucratif m'a invité à prendre la parole lors de son gala annuel. Elle travaillait spécifiquement avec les jeunes qui sortaient des programmes résidentiels. J'ai hésité à refuser, prendre la parole en public n'était pas mon objectif, mais quelque chose m'a dit que celui-ci était différent. J'ai dit oui. L'événement était petit mais plein de gens qui comprenaient. J'ai parlé de documentation, de la façon dont chaque dossier perdu est une histoire qui disparaît. Après la conférence, une femme plus âgée s'est approchée de moi discrètement. Elle s'est présentée comme une enseignante retraitée de mon internat. Elle avait reconnu mon nom lorsque l'événement avait été annoncé. Elle m'a dit qu'elle avait encore des documents ou des copies scannées de lettres qu'elle avait essayé d'envoyer à mes parents, toutes les enveloppes retournées portant la mention « adresse non trouvée », « destinataire inconnu », des notes de réunion du corps professoral concernant le fait que j'étais laissé pour compte année après année. Elle a proposé de me les envoyer par email. Lorsque les fichiers sont arrivés, je les ai examinés longtemps. Ce n'étaient que des images, des pages, mais chacune d'elles comblait un vide avec lequel j'avais vécu pendant des années ou des preuves, pas des émotions, la preuve que je ne l'avais pas imaginé, que le silence n'avait pas seulement semblé fort, il avait été enregistré. Je les ai ajoutés au manuscrit non pas pour accuser, ni pour le rendre plus dramatique, mais pour m'assurer que le prochain enfant dont l'histoire ressemble à la mienne ne se verra pas dire qu'il se trompe de souvenir. Certains d'entre nous ne sont pas tombés entre les mailles du filet, nous avons été poussés. Et maintenant, j'avais le papier pour le prouver. Un matin, mon éditeur m'a transmis un message d'un tuteur légal vérifié. Il ne provenait pas de mes parents ni de leurs avocats, il provenait de l'assistante sociale nommée qui gérait le placement en famille d'accueil de ma demi-sœur. Le message était simple, elle voulait me rencontrer, une seule fois. Ce serait supervisé, programmé dans un lieu neutre, et seulement si j'étais d'accord. Avant d'accepter, mon avocate et l'assistante sociale ont confirmé qu'elle avait atteint l'âge légal et qu'elle avait terminé un cycle complet de thérapie pour se préparer. Il n'y avait pas de motif caché, pas de pression, c'était entièrement son choix. J'ai accepté selon des termes stricts, supervisé, aucun contact personnel par la suite à moins que je ne le choisisse, et aucune attente émotionnelle fixée de part et d'autre. La rencontre a eu lieu dans un centre de défense des jeunes près du palais de justice de la ville. Nous nous sommes assis dans une salle avec une conseillère à proximité, qui observait simplement. Elle est entrée tranquillement, un cahier à la main. Elle a posé des questions claires et précises sur l'école, ma vie après l'internat, la photo qu'elle avait vue de moi dans le bulletin d'information de l'organisation à but non lucratif. J'ai répondu honnêtement, mais sans aller trop loin, je me suis en tenu aux faits. J'ai expliqué les années qui se sont écoulées entre le moment où j'ai quitté l'internat et le moment où j'ai appris son existence. Elle a beaucoup hoché la tête, mais n'a pas pleuré. Vers la fin, elle a admis qu'elle avait toujours senti que quelque chose n'allait pas, surtout lorsque mon nom a commencé à apparaître dans les espaces publics d'abord par le biais de l'événement TEDx, puis par le biais des premières mentions du livre. Nous ne nous sommes pas embrassés, nous n'avons pas fait de promesses. Nous avons convenu de nous écrire de temps en temps, juste des lettres, et seulement pendant un certain temps. Je lui ai dit de se concentrer sur ses études, de terminer ses programmes et de ne pas se sentir obligé de continuer à tendre la main à moins que cela ne lui semble juste. C'était l'accord, clair, respectueux et sans poids que nous ne pouvions pas porter. La même semaine, mon manuscrit a été officiellement accepté par l'empreinte de non-fiction de la maison d'édition. Le livre serait présenté comme une histoire de survie à l'échec institutionnel et de reconquête de l'identité au pas seulement de l'abandon. Une séance photo a suivi, une séance de branding avec leur équipe marketing. Ils avaient un styliste, une équipe d'éclairage, et même quelqu'un qui a disposé des accessoires pour représenter les éléments clés de l'histoire.
Je me suis tenu devant une toile de fond avec un blazer d'internat plié sur une chaise. C'était surréaliste. Ils m'ont demandé si je voulais faire des apparitions dans les médias, des interviews, des panels, peut-être un segment télévisé. J'ai dit non à la plupart d'entre eux. Je ne voulais pas devenir un spectacle. Le but même du mémoire était d'attirer l'attention sur les systèmes, pas sur la survivante. Je leur ai demandé de concentrer la promotion sur les programmes pour jeunes et les administrateurs scolaires et non sur les émissions de télé-réalité ou les appâts à clics viraux. Vers la même époque, mon ancien internat m'a contacté. Quelqu'un de son administration voulait m'inclure dans son bulletin d'information pour les anciens élèves. Ils l'ont présenté comme une histoire à succès inspirante. Je leur ai répondu directement et j'ai refusé. Je leur ai clairement dit qu'ils avaient laissé le silence autour de moi trop longtemps, que je ne serais pas une autre plume à leur chapeau maintenant que mon nom signifiait quelque chose publiquement. Quelques jours plus tard, j'ai reçu une lettre sans adresse de retour, ni nom à l'intérieur, mais l'écriture était familière. La lettre était longue ou des pages de raisonnement émotionnel, de déviation, des fragments d'excuses cousus entre des phrases qui blâmaient le passé. Elle ne reconnaissait pas les faits, seulement les regrets sans responsabilité. Je n'ai pas répondu. Je l'ai remise à mon avocate, qui l'a enregistrée dans l'historique des contacts. Elle serait stockée, scellée et référencée uniquement si nécessaire. Il n'y avait plus rien à dire après cela. J'ai parcouru tous les espaces numériques que j'avais, les médias sociaux, les plateformes professionnelles, les sites web publics. J'ai mis à jour mes paramètres de confidentialité, restreint le marquage, supprimé les anciennes photos de l'université et verrouillé toutes les options de contact secondaires. J'ai effacé toutes les métadonnées qui pouvaient retracer mon emplacement. J'ai pris les honoraires de conférencière que j'avais reçus et je les ai donnés anonymement à un fonds soutenant les étudiants et les placements en famille d'accueil à long terme. Je n'ai pas publié d'annonce à ce sujet, j'ai simplement transféré le montant, envoyé un bref message au directeur et demandé qu'il soit utilisé pour les allocations de logement de transition. Ensuite, j'ai commencé à offrir des ateliers d'écriture gratuits le week-end dans une bibliothèque locale pour les adolescents qui avaient quitté les programmes résidentiels. Pas de discussion sur la thérapie, pas de séance de groupe, juste un temps structuré où ils pouvaient écrire sur n'importe quoi, fiction, poèmes, chansons, journaux. La seule règle était que personne n'était obligé de le lire à haute voix. La plupart d'entre eux ne l'ont pas fait, mais ils sont revenus chaque semaine. À l'approche de la date de sortie du mémoire, j'ai finalisé les plans de la tournée de pré-lancement pas un cirque médiatique, juste des événements sélectionnés dans les écoles, les refuges pour jeunes et les conférences où la conversation portait sur la reconstruction, et non sur le récit. J'ai travaillé avec l'éditeur pour m'assurer que chaque arrêt disposait de tables de ressources, et pas seulement de stands de livres, que chaque événement disposait d'un travailleur de la santé mentale, et que chaque scène était partagée avec quelqu'un d'autre qui faisait un travail qui comptait. Cette fois-ci, je ne demandais à personne de se montrer pour moi, je me montrais pour les personnes qui n'ont jamais été récupérées non plus. Le mémoire est sorti au début du printemps. En quelques jours, les premières critiques ont commencé à arriver discrètes mais régulières. La plupart d'entre elles ont loué la façon dont il traitait l'abandon sans en faire un spectacle, quelques-unes l'ont décrit comme lucide, ancré et plus puissant pour ce qu'il laissait inexprimé. Je les ai lus une fois, j'ai pris des notes avec mon éditeur et je suis retourné travailler sur l'événement suivant. L'interview de la radio nationale est arrivée la deuxième semaine. C'était en direct, un segment sur la résilience des enfants. L'animateur a posé des questions sur la documentation, les lacunes scolaires et les refuges pour jeunes. Puis il a fait une pause et a demandé, « Si vos parents vous écoutaient en ce moment, y a-t-il quelque chose que vous aimeriez qu'ils entendent ?» Je n'ai pas hésité, j'ai juste dit, « Il n'y a plus rien à dire. » Nous avons passé à autre chose. Après cela, l'éditeur m'a ajouté à une tournée d'auteurs limitée, 5 étapes dans 4 villes, chacune axée sur les histoires de survie et les lacunes systémiques logement, tutelle, défaillance des rapports. J'étais regroupé avec d'autres écrivains qui avaient vécu des systèmes brisés et avaient reconstruit quelque chose. À chaque événement, les gens sont restés après la lecture, certains ont attendu en silence, d'autres sont venus en larmes. Ils n'ont pas beaucoup dit, juste qu'ils pensaient être seuls jusqu'à présent. Dans une petite bibliothèque de Philadelphie, une femme a glissé un mot plié dans ma main. Il était écrit d'une écriture douce et soignée, sans information de retour, ni signature, juste un court message, « J'ai lu votre livre en famille d'accueil. Je me suis toujours demandé si j'étais invisible. Maintenant, je sais que je ne l'étais pas. Merci. » C'était de ma demi-sœur. Je ne l'ai pas mentionné à haute voix,
je l'ai rangé dans mon portefeuille à côté de l'ancienne carte d'étudiant que je portais lorsque j'ai emménagé dans l'appartement après la remise des diplômes, non pas pour une clôture, mais comme preuve que la vérité voyage même lorsque la famille échoue. Une semaine plus tard, je me suis rendu à une fête surprise pour la sortie de mon livre. Elle avait été organisée par mes amis les plus proches et la mère de mon amie qui m'avait d'abord permis de rester chez elle à l'université. Il y avait un gâteau en forme d'internat, mais toutes les portes étaient ouvertes. Ils m'ont fait lire une page du livre à haute voix, puis ils m'ont remis un petit certificat encadré qui disait « Tu t'es montré. C'est assez ». Je l'ai gardé. Après la fin de la tournée, j'ai reçu un email d'un réalisateur de documentaire qui avait lu une critique dans une revue pédagogique. Il m'a demandé si j'étais ouverte à l'adaptation du livre en série. Je lui ai dit que je n'y penserais que si j'avais le plein contrôle créatif et l'approbation finale de tous les scripts. Il a accepté une réunion de développement, et le projet est maintenant en discussion préliminaire. Vers la même époque, j'ai commencé à fréquenter quelqu'un. C'était lent, pas de grandes discussions au départ, pas de révélations complètes sur les salles d'audience ou les écoles. Nous avons fait des promenades, partagé de la nourriture, regardé des documentaires. Nous avons parlé de livres et de projets futurs, et non de pannes passées. Pour la première fois, je n'avais pas l'impression de devoir tout expliquer pour être comprise. Il y avait de la place pour respirer. Quelques semaines plus tard, j'ai été contacté par un groupe de réformes législatives travaillant sur les lois sur la tutelle et les normes de déclaration des écoles. Ils se préparaient à présenter un projet de loi sur l'augmentation de la transparence et des dépôts de garde et voulaient qu'une personne ayant vécu cette expérience prenne la parole devant la commission de l'éducation. J'ai écrit ma déclaration sur 2 jours. Je n'ai raconté aucune histoire, j'ai énuméré les chronologies, les lacunes et les exemples de surveillance tirés de dossiers judiciaires expurgés. J'ai terminé mon discours en disant « Les enfants ne devraient pas disparaître entre les formulaires. Nous n'avons pas besoin de les retrouver plus tard si nous ne les perdons pas tôt. » La salle s'est levée lorsque j'ai terminé. Cet été-là, un colis est arrivé sans note, juste une photographie à l'intérieur, ma demi-sœur debout sur la pelouse d'une école, tenant un diplôme. Pas de mots, pas d'adresse de retour, juste son sourire. Je l'ai encadré à côté de la mienne, l'une au-dessus de l'autre, rien de tape à accent grave-l'œil, juste la preuve que 2 personnes qui n'étaient pas censées se trouver avaient trouvé un moyen de s'en sortir quand même. Quelques semaines après cela, j'ai déposé la dernière série de documents auprès de mon avocate, les papiers pour retirer définitivement mes parents de toutes les listes de contacts d'urgence, les dépôts de succession et le statut de personne à prévenir en cas d'urgence. Le tribunal a apposé les modifications, et c'est tout. Personne ne pourrait plus jamais me lister ni formulaire, ni signature, ni supposition. Cet automne, j'ai fait un voyage en solo à l'étranger pour la première fois. J'ai marché dans une ville tranquille où se trouve l'un des plus anciens internats d'Europe. Je n'avais pas prévu la visite, il se trouvait simplement à proximité. Je suis passé devant la porte et je me suis arrêté un instant. Il y avait des enfants qui couraient dans la cour, traînant des valises, riant. Je suis resté debout pendant peut-être 1 minute, puis j'ai hoché la tête une fois, je me suis retourné et j'ai continué à marcher. Pour la première fois de ma vie, je ne me suis pas senti comme le garçon qui avait été laissé pour compte.